Puisque le trauma vient toujours d'une situation d'impuissance. On a senti qu'on était impuissant, qu'on pouvait rien faire, que notre capacité à faire face, elle a été dépassée. On a tendance à attendre l'impact, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va osciller entre hyper et hypoactivation, entre sympathique et dorsale. On va osciller entre ces états de survie en se disant « c'est sûr, ça va me tomber sur le coin du nez ». Et c'est ça que fait le trauma. Le trauma, il amène la peur, la suspicion, la douleur, le doute. On devient méfiant, on craint tout et du coup on a besoin de tout planifier. Au lieu d'aller dans le monde avec curiosité, avec enthousiasme, de dire « ok, qu'est-ce qui m'attend ?» Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans la seconde partie de notre épisode sur le trauma, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Comme d'habitude avec le podcast, une petite note, prends soin de toi et fais-toi passer en premier, tout particulièrement avec le sujet d'aujourd'hui. J'essaie de garder le sujet le plus safe possible, mais si tu sens que c'est trop pour toi, qu'il y a de l'activation, mets le podcast en pause et va faire quelque chose qui va pouvoir te ramener dans ta sécurité. C'est vraiment important. Je vais rappeler quelques points de la semaine dernière pour commencer. Si t'as pas encore écouté l'épisode 35, donc la première partie sur le trauma, je t'invite à le faire. Donc quelques points de rappel. Le trauma n'est pas dans l'événement, il est dans le système nerveux. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un événement, une situation traumatique pour toi ne l'est pas forcément pour moi ou inversement. Donc c'est la conséquence, le trauma c'est la conséquence sur notre système nerveux d'un événement, c'est pas l'événement en lui-même. Ça, c'est le premier point. Le trauma, c'est trop. Donc, c'est tout ce qui est trop vite, trop tôt ou trop peu aussi. Donc, tout ce qui dépasse en fait la capacité de notre système à gérer. Qu'est-ce que le trauma fait ? Ça va détourner notre énergie vitale vers une réponse traumatique. Donc, au lieu de pouvoir choisir notre réponse à des événements présents, on réagit à des événements passés. On est pris dans ce vortex de la réponse traumatique. Et puis, ce qu'on avait dit aussi la semaine dernière, c'est que le trauma amène le trauma tout simplement parce que le système nerveux est fragilisé et donc plus sensible. Aujourd'hui, on va parler de ce qui fait qu'on va avoir une réponse traumatisée, traumatique à quelque chose et quelles sont les conséquences du trauma. Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir cette réaction, c'est même pas une réponse, c'est une réaction parce qu'on choisit pas. La réponse, c'est plutôt quand voilà, il nous arrive quelque chose, on pose, et puis on se dit ok, j'ai l'option A, B, C, comment est-ce que je choisis de répondre ? Dans un système traumatisé, c'est absolument pas comme ça, la plupart du temps en tout cas. C'est il m'arrive quelque chose et bim, je suis dans ma réponse traumatique. Toutes les réactions qu'on a quand on est activé, et on se rappelle, ça c'est vraiment très important, pour être activé, on a besoin qu'un événement, une situation, une personne, un environnement soit assez similaire pour que notre système d'alarme se mette en route. On n'a pas besoin du tout que la situation soit en tout point identique. Sinon, on serait sûrement pas dans nos réponses traumatiques la plupart du temps. Mais s'il y a juste une similarité ou quelque chose qui nous rappelle, hop, on va être dans la réponse traumatique. Et ça, c'est incroyable comme mécanisme. C'est vraiment cette fameuse mémoire implicite. Je ne vais pas revenir sur la mémoire implicite, je te renvoie à l'épisode 31 sur la mémoire implicite où je détaille ce phénomène où voilà, quand on se retrouve face à quelque chose d'assez similaire, on va partir dans une réaction traumatique, on va partir dans la réaction qui marchait pour nous à l'époque. C'est important de rappeler ici que toutes ces réactions, et ça c'est vraiment vraiment important parce que on se critique tellement quand on est traumatisé, on se critique tellement. Toutes ces réactions, ce ne sont pas des croyances, ce ne sont pas non plus des comportements voulus. Quand on est catapulté dans nos systèmes, dans nos circuits dorsal ou sympathiques, on ne le fait pas exprès. Quand on est catapulté dans notre système sympathique, ça va être plutôt l'anxiété, la panique, l'hyperactivité, l'incapacité à se reposer. Ça va être une hypervigilance, peut-être une incapacité à contenir nos émotions, on va se mettre plus facilement en colère.
On peut voir au niveau physique des problèmes digestifs, des douleurs chroniques aussi, des difficultés à dormir. Tout ça, on ne le choisit pas. Tout ça, c'est des réponses à cette autoprotection active du système nerveux. C'est ce qu'on a dit dans l'épisode précédent, que notre système nerveux, c'est comme s'il n'a pas capté que l'événement est terminé en fait. Il ne sait pas que l'événement est terminé, que j'ai survécu, ça ne s'est pas imprimé. Tout ce qui s'est imprimé, c'est cette énergie traumatique qui n'a pas été déchargée. Si ma réponse, c'est plutôt d'aller en dorsale, et on n'a pas forcément une des deux réponses par défaut. Ça va changer en fonction de la situation, de la personne, etc. Donc peut-être qu'il y a des choses qui nous font aller plutôt en sympathique, il y a des choses qui nous font aller plutôt en dorsale. Quand je suis en dorsale, il y a ce sentiment de déprime qu'on peut comparer à la dépression un petit peu. Il y a cette apathie, cette léthargie. Je peux me sentir complètement épuisée. C'est là où on va avoir des cas de fatigue chronique souvent. Je me sens dissociée, déconnectée. Ce qui caractérise le dorsal, c'est vraiment l'immobilité. C'est comme un film au ralenti, quoi. Il n'y a plus assez d'énergie dans le système. Ma pression sanguine, elle va être basse, par exemple. Il peut y avoir aussi des problèmes digestifs dans le sympathique comme dans le dorsal, différents, mais il y a des problèmes digestifs dans les deux. Donc tout ça, on ne le fait pas exprès. Et ça, je le répéterai autant de fois que nécessaire. C'est pas des vues de l'esprit, c'est même pas aller regarder la signification émotionnelle de tel truc physique. Non, c'est la dérégulation du système nerveux, la dérégulation chronique du système nerveux suite au trauma. Attention, ça veut pas dire que je tombe dans le « c'est pas de ma faute, c'est mon système nerveux ». Je prends la responsabilité de mes actes et de ma guérison surtout, mais en même temps, j'ai énormément de compassion envers moi-même parce que je sais ce qui est à l'œuvre en fait, j'ai compris. Et si j'ai compris, je peux me demander, ok, c'est quoi la prochaine étape tolérable ? Donc je prends la responsabilité de mes actes, de ma guérison, avec énormément de compassion. Je l'ai dit, le corps, il n'a pas eu l'opportunité de décharger sa charge traumatique qui est souvent énorme et qui est restée comme une empreinte dans le système nerveux. Et donc, ce système nerveux, il reste dans l'activation. Et ça s'explique aussi au niveau neurologique. Je ne vais pas rentrer dans toute l'explication ici, mais ça s'explique au niveau neurologique avec une sensibilité accrue de nos synapses et des messages nerveux qui ne devraient pas passer, qui passent quand même, quand le système nerveux est dérégulé et qu'il y a eu trauma. Si je le dis autrement, c'est comme si dans ma tête, je sais que l'accident est passé. Je vais prendre cet exemple-là. Moi, j'ai eu un gros accident de voiture il y a, je ne sais plus combien de temps même, 2-3 ans. Ça s'est imprimé dans mon corps. Donc, dans ma tête, je sais que l'accident est passé, que j'ai survécu, ou que je suis plus enfant et que maintenant je peux me défendre. Ma tête, elle sait que c'est fini, mais pas mon corps. C'est pour ça que les personnes qui font de la thérapie par la parole, pendant des années, elles viennent à moi et elles me disent « Je sais tout ce que j'ai vécu, j'ai même accepté que j'ai vécu des choses difficiles, j'ai compris mes mécanismes, analysé, compris jusqu'au dernier rouage mes mécanismes, mais je suis toujours aussi anxieuse. » Parce que la tête, elle a compris, mais le corps, il n'a pas eu le temps de se mettre à jour, ou il n'a pas eu l'occasion, en tout cas, de se mettre à jour. Et c'est pour ça que les pratiques expérientielles et somatiques, elles sont super importantes dans la guérison. Alors j'insiste ici, avant de me retrouver avec des psys qui vont me dire que la thérapie par la parole est ce qui est recommandé par l'OMS pour traiter l'anxiété, etc. Ça m'est arrivé, donc je ne dis pas que la thérapie par la parole est inutile. Ce que je dis, c'est qu'elle permet de gérer l'anxiété, ce qui est déjà bien, mais elle ne permet pas de la guérir. C'est une expérience qui a créé le trauma, et c'est une expérience qui va permettre d'intégrer la mémoire traumatique et de s'en libérer. J'ai lu un post sur Instagram la dernière fois qui disait « La mémoire sans charge émotionnelle est appelée sagesse ». Et c'est exactement ça. Je trouve ça très très juste. C'est vraiment ce qui se passe avec les modalités comme l'IFS, donc le travail avec les parties de soi, le psyché, que je pratique. Je sais qu'il y a aussi la psychothérapie dynamique, expérientielle, accélérée, je crois, qui fonctionne comme ça. Quand on s'engage dans ces modalités-là, ce qui va se passer après, c'est qu'on a le souvenir de l'événement, mais il n'y a plus de charge émotionnelle qui est attachée. Et donc on peut regarder cet événement traumatique avec distance, avec clarté, peut-être avec de la compassion même, et dire ok, qu'est-ce que ça m'a appris ? Mais ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut le faire. Une fois qu'on a le souvenir, mais sans la charge émotionnelle. Je pense pas honnêtement qu'on puisse dire à quelqu'un à qui ça vient d'arriver, qui vient d'apprendre qu'elle a une maladie grave ou qui vient de perdre quelqu'un, c'est un cadeau, tu verras,
On entend ce genre de choses. Ça n'a aucun sens, ça pour moi. C'est de la spiritualité mal placée. C'est un autre sujet. Mais voilà ce qu'elles font, ces modalités expérientielles. On a le souvenir, mais on n'a plus la charge émotionnelle. Et c'est à ce moment-là qu'on peut passer de la réaction à la réponse et choisir sa réponse et dire ok, ça m'est arrivé, qu'est-ce que je veux vivre maintenant? Passons maintenant aux conséquences du trauma. Il y a de nombreuses conséquences du trauma et je les détaille dans le cours en ligne de mon programme de coaching Arise. Ici, pour le podcast, je vais en sélectionner 3 dont j'aimerais parler. Première conséquence, le trauma déforme notre vision du monde. Puisque le trauma vient toujours d'une situation d'impuissance, on a senti qu'on était impuissant, qu'on pouvait rien faire, que notre capacité à faire face, elle a été dépassée, on a tendance à attendre l'impact, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va osciller entre hyper et hypoactivation, entre sympathique et dorsale. Et ça va être mon point suivant. On va osciller entre ces états de survie en se disant « c'est sûr, ça va me tomber sur le coin du nez ». Et c'est ça que fait le trauma. Le trauma, il amène la peur, la suspicion, la douleur, le doute. On devient méfiant, on craint tout et du coup on a besoin de tout planifier. Au lieu d'aller dans le monde avec curiosité, avec enthousiasme, de dire ok, qu'est-ce qui m'attend? Avec le trauma, on est dans le « et si », avec un scénario catastrophe généralement qui vient derrière. Quand on guérit, on remplace le « et si » par « même si ». Même s'il arrive ça, X, Y, mettez-y ce que vous voulez, je peux faire face. Même s'il arrive ça, je peux faire face parce que je suis résiliente, parce que je m'adapte, parce que je suis connectée à moi-même, parce que je me connais bien et que je vais savoir quoi faire, quoi qu'il arrive. Même si. Et même si c'est vraiment dur, je vais traverser ça et je me donnerai le temps de guérir après parce que je sais comment faire maintenant. Dans mon programme de coaching, c'est vraiment ça que je transmets et que j'enseigne. Quand tu commences mon programme, je ne vais pas te dire dans 4 mois, ta vie sera toute rose, tu n'auras plus jamais de challenge parce que tu as suivi mon programme. D'ailleurs, si tu vois ce genre de message, cours. Ce que je te dis, par contre, c'est que tu vas avoir travaillé sur ce qui te bloquait, tu vas te sentir différente, ça c'est une conséquence, ça oui. Et il y a plein de choses qui avant te semblaient énormes, que maintenant tu gères avec beaucoup plus d'aisance. Et ça amène la confiance. Et ça ramène de la curiosité, ça amène l'envie de se dépasser et beaucoup moins de peur. Parce que tu as accès à cet espace à l'intérieur de toi qui est plein de ressources et tu sais que c'est là. C'est ça qu'on appelle le self en IFS, dans le travail avec les parties de soi. C'est ce réservoir qu'on a tous et toutes à l'intérieur de nous et auquel le trauma nous coupe l'accès en fait. Mais c'est pas parce que l'accès est coupé que l'espace il a disparu. C'est vraiment, moi j'aime cette métaphore du soleil. C'est comme le soleil quand il y a les nuages devant en fait. Le soleil il est toujours là. C'est juste qu'on n'a pas accès, on le voit pas, il nous réchauffe pas. On n'a aucun des effets du soleil et on peut pas y accéder. Mais ça veut pas dire qu'il a disparu. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on réaccède à cet espace qui est plein de force, plein de résilience, plein de curiosité, plein de courage, plein de compassion. Et c'est ça dont on est coupé quand il y a trauma. Donc la douleur, la peur, la méfiance, c'est la teinte en fait que prend notre monde quand il y a eu trauma. Et c'est normal. Et quand cette teinte, cette saveur, elle change, c'est un des signes qui te permet de voir que tu guéris, que tu es en train de guérir. Souvent les personnes, elles me disent « Waouh, il y avait du vent, il y avait le soleil, j'étais avec mes enfants ou avec des amis, peu importe. Et j'étais juste bien en fait. J'ai retrouvé ma capacité à apprécier les plus petites choses et le courage de faire les grandes choses. Et moi, c'est pour ça que je fais ce que je fais. Parce que c'est juste magnifique ça. Je retrouve ma capacité à apprécier les plus petites choses et je retrouve le courage de faire les grandes choses. D'aller réaliser ce que je veux au plus profond de moi. C'est vraiment ces désirs d'âme. Hein. Ça, c'est magnifique. Deuxième conséquence, le trauma nous laisse bloqués dans un système nerveux dérégulé. Ça, si tu écoutes le podcast depuis un moment, tu le sais, parce que j'en parle beaucoup, mais c'est vraiment important de le rappeler. On ne passe plus beaucoup de temps dans ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance, quand il y a eu trauma. Soit on est en sympathique, ce que j'ai décrit plus tôt, avec l'agitation, la nervosité, l'anxiété, la panique, soit on va plutôt en dorsale, avec cette apathie, cette léthargie. Si tu as de l'anxiété, tu passes certainement beaucoup de temps en sympathique, dans cette agitation constante, cette incapacité à trouver le repos, l'inquiétude, voire la peur. Et c'est ça que tu vas sentir quand tu guéris. Quand tu guéris, tu dois sentir que c'est ok d'être dans le calme. Dans l'immobilité même, par exemple comme quand tu médites. Ça peut être super pas safe. Au début quand on est encore dans la dérégulation. Ça devient ok d'être seul aussi.
Ça, c'était un gros morceau pour moi. Je me souviens, pendant mes études, je pouvais même pas marcher seule dans Paris jusqu'à la bouche de métro. De chez moi à la bouche de métro, c'était 8 minutes, je crois, de marche. J'appelais toujours la même copine, qui était dans le même état que moi, d'ailleurs, de dérégulation. Je pense qu'on nourrissait, comme ça, l'état l'une de l'autre. Et je pense qu'on cultivait comme ça nos états respectifs, un petit peu avec elle. Mais à chaque fois, je l'appelais. Donc, je ne pouvais pas être dans la rue sans avoir quelque chose dans mes oreilles. Parce que je pouvais pas, juste pas être avec moi-même, en fait. Et quand j'y repense maintenant, je me dis, mais c'était de la folie. C'était de la folie. Mais à l'époque, c'était mon fonctionnement. Et je l'ai d'ailleurs jamais remise en question jusqu'à ce que je m'engage sur le chemin de guérison. Troisième conséquence, et pas la dernière, encore une fois, il y en a plein d'autres, mais la troisième pour aujourd'hui. Le trauma, il nous fait avoir une vision de nous-mêmes qui est basée sur la honte. Et en écrivant cet épisode, je me suis dit, je vais faire un épisode sur la honte, parce que c'est vraiment quelque chose que je vois tout le temps en coaching. Que ce soit quelqu'un qui me dit, ma critique intérieure est très active, j'ose pas me montrer sur les réseaux, j'ai peur qu'on me juge. Tout ça, ça renvoie à la même chose, au même sentiment, à la même émotion, celle que, in fine, je suis défectueux, défectueuse. Qu'il y a quelque chose qui va pas avec moi, que je ne suis pas digne de, que je ne m'aime pas, en fait. Et ça, c'est la honte. C'est Shaïda Arabi, qui est une auteure, qui a dit « Un enfant qui est maltraité par ses parents ne cesse pas d'aimer ses parents, il cesse de s'aimer lui-même. » C'est exactement ça. Un enfant qui est maltraité par ses parents, maltraité, hein. Je prends pas ici, je prends la maltraitance comme je prends le trauma vraiment au sens large. Un enfant qui est maltraité par ses parents, il n'arrête pas d'aimer ses parents, il arrête de s'aimer lui-même. C'est tout à fait juste, et c'est à cause de ça qu'il y a tellement d'adultes aujourd'hui qui ne vivent pas ce qu'ils aimeraient vivre, qui n'osent pas, qui se font tout petits, parce qu'au plus profond d'eux, ils ont honte de qui ils sont. Et ça vient de l'enfance. Et ça peut être conscient ou inconscient. Le mot maltraité ici, c'est vraiment utilisé au sens large, hein. Ça peut être ce qui s'est passé, mais aussi ce qui ne s'est pas passé. Ça peut être pas assez d'attention, pas assez d'amour, pas assez de soutien. J'ai jamais eu l'expérience d'être vue, d'être entendue, d'être considérée pour ce que j'étais quand j'étais petite. Ça va être les enfants parentifiés aussi, qui ont dû s'occuper des besoins de leurs parents, qui n'ont pas eu l'occasion d'être des enfants. Je mets tout ça dans maltraité. Et je suis persuadée qu'une immense partie de l'anxiété, elle vient de la honte, qui elle-même vient du trauma. Je reviendrai en détail sur le sujet dans un prochain épisode. Je vais faire un épisode sur la honte, parce que c'est vraiment, vraiment super important. Je vais terminer cet épisode sur le trauma avec un point vraiment essentiel et une croyance, un mythe qui est répandu et qu'il nous faut débunker. Pour guérir le trauma, on n'a pas besoin de revivre le trauma. Ça, c'est une croyance répandue que si je m'engage à guérir de mes traumas, il faudra que je les revive. Et je crois que ça freine beaucoup de personnes. Guérir le trauma, c'est pas revivre l'expérience traumatisante. Parce que si je vais revivre l'expérience traumatisante, et parfois, malheureusement, c'est ce que fait la thérapie par la parole, quand on vient raconter des choses, et puis en fait, on vient les raconter avec exactement les mêmes ressources qu'on avait à l'époque, parce qu'on n'a pas régulé son système nerveux, qu'on n'a pas davantage de capacités, davantage de ressources. On revit ça, et en fait, à quoi ça sert ? À rien. Guérir le trauma, c'est pas revivre l'expérience traumatisante avec la même quantité de ressources que ce que j'avais quand je l'ai vécu. Il faut que j'ai davantage de ressources. Sinon, ça n'a aucun sens. Donc, c'est pas revivre l'expérience traumatisante, c'est cultiver des expériences dans notre corps aujourd'hui qui contredisent les expériences traumatiques. Donc, en d'autres mots, c'est commencer à montrer à mon système que c'est OK de ressentir certaines sensations, d'être dans le calme, d'être en relation, de donner l'espace à mon système pour ressentir et pour arriver à une résolution. Ça veut dire doucement décharger l'énergie traumatique qui était restée coincée. Voilà pour aujourd'hui, n'hésite pas à réécouter cet épisode. Je sais que c'est beaucoup d'informations et que c'est des informations vraiment super importantes qu'on a besoin d'infuser à l'intérieur. J'espère que cet épisode en 2 parties t'aura aidé à comprendre ce qu'est le trauma. Si t'as pas encore écouté la première partie, je t'invite à le faire. Et s'il te plaît, partage cet épisode autour de toi. On a vraiment besoin d'une société beaucoup plus informée sur le trauma. Si tu connais des enseignants,
toute personne qui travaille avec les enfants, des parents, des policiers, des personnes qui travaillent dans le système judiciaire, des personnes qui travaillent dans la santé, des médecins, du personnel soignant. On a tellement besoin de faire bouger les lignes. Imagine ce que serait l'école, ce que serait notre système du judiciaire, ce que serait notre système de santé s'ils étaient informés sur le trauma. Ça serait pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Le trauma contribue à nous faire nous sentir impuissants. Mais la vérité, c'est qu'on n'est pas impuissant. Une personne plus une personne plus une personne, ça fait beaucoup de monde. Donc merci à toi, merci pour les personnes à qui tu enverras cet épisode, parce que je suis sûre que ça peut changer des vies. Merci pour ta fidélité au podcast, tu me permets de faire ce qui m'anime au plus profond de moi, et pour ça je te suis vraiment infiniment reconnaissante. Je te souhaite une belle semaine et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Pas de soucis.